Bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro de votre magazine Tribune Presse, le deuxième numéro de la semaine qui va revenir essentiellement autour du discours du président de la République tenu à Londres face à la diaspora congolaise. Là, le président est revenu sur la question des Banyamulenge qui divise en tout cas l'opinion. Il a aussi fait les points sur ce qu'il a appelé Bic Rouge. En quelque sorte, il faudrait les comprendre comme les sanctions qu'il va infliger aux ministres FCC qui vont tenter d'empêcher ces actions. Puis il a aussi fait les points sur la question de la dissolution du Parlement. Est-ce que le président en a les droits? On en parle au cours de cette émission. On va aussi faire les points sur l'an 1 de l'alternance. Il est prévu ce vendredi 24 janvier au Stade des Martyrs une manifestation où la présence du président ou une manifestation, allais-je dire, qui sera peut-être honorée par la présence du président de la République. Il va certainement s'adresser aux Kinois et aux Congolais en général. Deux invités sur ces plateaux. D'abord le tout premier, Maître Yannick Ngandou. Il est dans sa première participation à cette émission. Maître, bienvenue. Merci beaucoup, merci Hervé, merci pour l'invitation et je suis très reconnaissant et je prends l'engagement d'être toujours disponible. Merci. Comment allez-vous? Oui, ça va. Hier, vous m'avez envoyé un fichier là où il était question d'une plainte contre le pasteur Moïse Mbie. Bon, ce sont des choses qui surquillent, hein, et il semblerait qu'il y ait une plainte parce que moi, formellement, je n'ai pas vu ça. Mais on m'a envoyé, comme avec la magie de la technologie aujourd'hui. Donc, à chaque fois qu'il y a un mouvement, donc à tout moment, on peut être informé d'une manière ou d'une autre. J'ai vu la plainte. Bon, nous attendons voir la suite. Très bien. Et vous rencontrez sur ces plateaux Jenny Kaninda. Lui, il est journaliste, analyste politique, un habitué d'ailleurs de cette émission. Jenny, bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à tous ceux qui nous suivent sur Congo Base. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, c'est une structure ou une plateforme d'information incontournable. Lorsque vous êtes à l'étranger, vous êtes à l'intérieur du pays, nous sommes très fiers du travail qui est abattu ici à Congo Base TV. Nous vous en félicitons et merci beaucoup. Merci. Un téléspectateur m'a demandé de vous poser la question de savoir où vous vous situez médiatiquement. Vous savez, dans ce pays, nous avons beaucoup de choses à changer. C'est parce que dans les médias congolais, il y a un système qui a été érigé depuis beaucoup de temps. Pour avoir une télévision, il faut être un politique. Et lorsque les politiques tiennent des télévisions, ils ne permettent pas aux journalistes d'exercer leur profession librement. Vous trouverez ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Et dans cette ligne éditoriale, très souvent, le patron du média, s'il est du FCC, donc tout ce que les journalistes font, ils doivent rendre compte parce que le patron, il est du FCC. Donc même si vous allez tendre le micro à quelqu'un du cash et que celui-là tire à boulet rouge sur le FCC, c'est les journalistes qui répondent à ça. Et ça, c'est quelque chose qui détruit notre système médiatique. Il faut que cela change. Et quand vous regardez les médias qui sont tenus par les journalistes, les vrais journalistes, vous sentez que c'est des médias qui fonctionnent très bien. Bon, permettez-moi, je vais prendre l'exemple de Top Congo. C'est un journaliste qui est à la tête et vous sentez que ça fonctionne, on donne le micro à tout le monde. Mais lorsque c'est un politique qui tient le média, vous sentez que la liberté d'expression est quelque peu mise en mal parce que monsieur doit répondre. Quand vous essayez de passer, il y a quelqu'un qui l'appelle au-dessus de votre patron, il y a quelqu'un qui l'appelle, non mais pourquoi tu as laissé passer tel? Et on ferme le micro, on vous empêche de travailler. Alors finalement, moi, je me suis dit non, je crois que je vais prendre de mon indépendance. Je ne vais appartenir à aucune chaîne de télévision, à aucune radio. Je vais travailler comme un indépendant. Désormais, journaliste indépendant. Un journaliste indépendant. Quand j'ai mes images à faire passer, j'appelle des amis, je fais passer. Quand j'ai des voix à faire passer, j'appelle des amis, je vais passer à la radio, ainsi de suite. Mais je crois que cela doit changer. Nous devons favoriser dans ce pays l'émergence d'une presse professionnel, vraiment professionnel. Très bien, voilà, on va parler actualité. Maître Yannick, je suis à vous pour ces premiers thèmes de l'émission. Fachi à Londres face à la diaspora, les Banyamulenge sont des Congolais, ces messages en tout cas divisent l'opinion. Il y a ceux qui pensent que Fachi a franchi la ligne rouge et d'autres par contre qui estiment que le président a raison. Vous personnellement, comment vous avez reçu ces messages du président? Bon,
Merci pour la question. J'aimerais apaiser d'abord les esprits parce que aujourd'hui, tout le monde est devenu juriste. Tout le monde peut interpréter les lois de la République. Tout le monde peut même s'hasarder à pouvoir interpréter la Constitution et même les dispositions constitutionnelles. C'est comme ça que ça fait mal. Le président de la République s'est adressé à la population congolaise de la diaspora. Et il a fixé au fait l'opinion par rapport à une question que beaucoup semblaient ignorer ou beaucoup ne maîtrisaient pas au fait. C'est ça le problème. Et vous avez vu aussi la réaction de la salle? Non, la réaction, c'est parce que on ne fournit aucun effort pour comprendre les choses. Pourtant, nous avons voté la Constitution. Pourtant, il y a des lois de la République qui existent. C'est ça le problème. C'est parce que, entre guillemets, on n'a pas assez d'informations. Je crois que c'est parmi aussi le rôle d'un président de la République. Ça, c'est d'une manière, d'une part. Et d'autre part, il fallait au moins aussi rassurer cette population-là. Parce que nous allons lire avec vous la Constitution, parce qu'aujourd'hui, je veux qu'on évolue en lisant certaines dispositions, et puis nous allons essayer de donner notre point de vue. Je suis à l'article 69. Le président de la République est le chef de l'État, il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution, il assure et tout ça. Le président de la République est le chef de l'État, il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Là où il estime qu'il n'y a pas d'unité nationale entre d'abord sa population, il doit appeler les gens à l'ordre. Il doit rappeler les gens à l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rappelez, je crois qu'il y a 2 ou 3 mois passés, les Manyamulenge ont fait des marches là-bas, je crois que c'était à Londres, et puis d'autres en train de réclamer des choses et tout ça. C'est un père de la nation, il a estimé qu'une partie de sa population a un problème, s'estime être négligé et même repoussé. C'est comme ça qu'il devrait calmer le reste. Calmer d'abord, amener sa lumière, apporter sa lumière au fait et éclairer les gens. Les gens pensaient que les Manyamulenge par rapport aux différentes lois de la République n'étaient pas congolais au fait. C'est ça le problème. Or, cette question a été résolue. Le problème n'a pas commencé aujourd'hui. Cette histoire des Manyamulenge, les Burundais, les Rwandais et puis les Ougandais qui étaient déjà ici en République démocratique du Congo en son temps, depuis d'ailleurs 1971, parce que quand vous lisez cette histoire qu'on balance aujourd'hui, on en a dans nos téléphones, nos réseaux sociaux, l'ordonnance de Mobutu là, de 1971, où lui-même d'abord a accordé la nation. Une ordonnance qui n'avait qu'un seul article, une seule disposition, où il a accordé la nationalité congolaise à ces gens-là. Depuis 1971, Félix n'était pas président de la République. Il y a eu des lois qui sont succédées, refusant, accordant, repoussant et tout ça. Et puis finalement, en 2004, Sun City, ils se sont mis d'accord pour finalement fixer l'opinion. C'est d'ailleurs la loi que nous utilisons ici par rapport à la nationalité, bien entendu, complétée à l'article 10 de la Constitution. Vous allez voir que on a résolu le problème parce qu'avant c'était d'abord 1885 et puis 1908 quand Léopold II a cédé, parce qu'avant d'ailleurs cette question n'était pas réglée parce qu'on était d'abord propriété privée des sujets de Léopold II en 1885 parce que c'était un État, un bien privé de Léopold. Après 1908, c'est maintenant on utilisait pratiquement la nationalité belge parce que c'était les Congo belges en fait. Après l'indépendance, c'est en ce moment-là qu'on a commencé à organiser les choses. Et ça prêtait confusion. Parce qu'on s'est posé la question, qui est congolais et il est congolais à partir de quel moment? Parce qu'il fallait situer les temps et l'espace. C'est comme ça qu'en 2004, ils ont fixé, il y avait des Hérodia et Azaria, c'est toutes les composantes en fait. Qu'ils étaient mis d'accord et puis finalement on a fixé que est congolais, tout c'est lui. Parce que nous lisons l'article 10 j'ai donné de la Constitution. Et congolais, toute personne appartenant à des ethnies et tout ça à la limite par rapport à une année qui a été fixée 1960 est congolais. Donc
Ces gens-là ont occupé le Congo avant même 1960. Donc ils avaient déjà la nationalité congolaise. Et puis c'est une question qu'il faudra aborder avec beaucoup d'attention. Parce que ça risque, si on néglige ça ou on traite ça avec beaucoup de négligence, ça risque de dégénérer. Rappelez-vous de ce qui a été comme sanction par rapport à ce que notre père à son âme, l'honorable Abdoulaye Ndombassi avait dit, Hérodia. Très bien. Alors, Johnny, comment vous analysez aujourd'hui les comportements de nos frères Banyamulenge? Est-ce que c'est un peuple qui se victimise ou c'est... D'abord, sont-ils congolais? Si oui, pourquoi ils se victimisent autant? Bon, je note d'abord que vous-même, vous les appelez nos frères. Donc, Félix Tshisekedi, en disant, Bazaba Congolais, vous êtes d'accord avec lui? Un frère, ce n'est pas seulement quelqu'un avec qui vous avez donc, un frère africain. La même nationalité. Bon, enfin, c'est pas vous le problème. C'est pas vous le problème. Mais je note ici que les Banyamulenge en soi ne posent pas de manière générale un problème aux Congolais. Parce que lorsque vous regardez l'histoire politique de ce pays, vous comprendrez que nous avons des populations qui ont des souches étrangères. Vous verrez que chez nous, nous avons les Bakongo. Et en même temps, au Congo-Brazzaville, il y a des Bakongo. Lorsque vous êtes au Congo, vous avez des Baluba. Et une fois en Angola, vous trouvez, il y a des Baluba de l'Angola. Vous avez les Bazombo en Angola. Vous les avez au Congo. Les Banyamulenge, vous les avez au Rwanda, vous les avez en Ouganda, vous les avez au Congo. Je rappelle ici à ceux qui nous suivent, ceux qui pensent que Félix Tshisekedi a péché, a jeté de l'anathème sur le pays en appelant les Banyamulenge Bande Konabiso. Écoutez, déjà quand vous lisez dans tous les dictionnaires, quand vous consultez l'encyclopédie, quand vous consultez Google, les Banyamulenge, on vous dit que ce sont des Congolais. Déjà à ce niveau-là. On vous dit qu'ils sont... Ceux qui doutent peuvent vérifier. Ce sont des Congolais. Mais ici, le problème se situe à quel niveau? Nous avons les Banyamulenge venus au Congo avant l'indépendance. Ceux-là ont acquis finalement la nationalité congolaise au travers de l'ordonnance que nous avons, comme l'a dit ici Yannick, dans nos téléphones. Ceux-là ne nous ont jamais posé problème. Ils étaient ici depuis l'époque de Mobutu. Ils ont assumé des hautes fonctions. À l'époque où Mwanda, qui aujourd'hui anime la haine au niveau de l'Occident, il était aux affaires. À ce moment-là déjà, les Banyamulenge accédaient à des hautes fonctions dans ce pays. C'était sous quelle nationalité? La nationalité zaïroise, qui a été confirmée par le président Mobutu. Le 26 mars 1971. Comme Yannick le dit. C'était dit dans cette ordonnance-là. Mais maintenant, après, je crois vers les années 80, il y a eu un problème, il y a eu un revirement. On dit non, les Banyamulenge doivent rentrer chez eux. Mais ils ne sont pas tous partis. Parce que vous savez que lorsqu'une population vit quelque part, vous savez, si je dois faire un peu marche arrière, comment ils sont venus chez nous? C'était avec le Pôle 2, c'était avec les Belges. Ce sont les Belges qui les ont amenés au Katanga pour aller travailler dans des carrières minières. Donc, c'est dire que les Banyamulenge sont venus au Congo, ils sont restés, ils se sont installés, ils se sont mariés, ils ont des enfants. Donc, aujourd'hui, la question de leur appartenance à la nation congolaise ne doit pas être traitée avec légèreté. Alors, ils sont venus au Congo, après on les a chassés, ils sont partis. Ils ont soutenu Paul Kagame pour arriver au pouvoir. Et finalement, on les a menacés, on les a traqués, ils se sont retrouvés encore au Congo au travers l'AFDL. Ce sont les Banyamulenge venus sous le régime de l'AFDL qui ont marché contre Mobutu pour chasser Mobutu. Ce sont eux aujourd'hui qui nous posent problème. Mais écoutez, lorsque le président parle, les gens s'accrochent plus à la deuxième partie de son message quant à cette question. Il dit, il considère les Banyamulenge comme nos frères. Est-ce que constitutionnellement parlant,
existe-t-il une disposition qui ne reconnaît pas au Banyamulenge la qualité de la nationalité congolaise? Je dis non. Une disposition comme ça n'existe pas. Parce que nous avons effectivement des Banyamulenge congolais. Ils existent. Alors, ça c'est la première manche. Mais le président de la République, en évoquant cette question des Banyamulenge, il dit ensuite, il reste à nos frères Banyamulenge de prouver qu'ils sont effectivement congolais, de travailler pour l'intérêt du Congo. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous soyez congolais, mais en cherchant à défendre vos intérêts, vous tuez vos frères congolais. Alors imaginez-vous, l'UDPS à l'opposition, Kabila au pouvoir, il fait une déclaration du genre, les Banyamulenge sont des Congolais. Qu'est-ce qu'on allait entendre? Non, mais il faut savoir que nous sommes dans un contexte autre aujourd'hui. Et même si c'était à l'époque de Kabila, quels sont ces Banyamulenge là? Vous savez que nous avons un problème au niveau de notre armée, où on nous dit toujours, il y a des rapports qui sortent pour nous dire que notre armée est infiltrée. Infiltrée par qui? Par le Rwanda. Mais lorsque les Congolais se lèvent pour décrire, pour dénoncer, mais c'est contre cette sorte-là de Banyamulenge ou de l'infiltration que nous avons au niveau de notre armée. Est-ce que je les appelle nos frères sans crainte d'être contredits, les Bazombo qui sont chez nous ici, ils sont nos frères. Mais lorsqu'ils traversent, ils vont en Angola. Ils sont qui? Ils sont angolais. C'est une réalité, ça existe. Aller au Congo central, ça existe. Lorsqu'ils sont chez nous ici en RDC, ils sont congolais. Très bien. Mais une fois en Angola, ils sont angolais. Donc, il y a des réalités aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous voiler la face. Le président de la République ne peut pas nier à un Congolais son appartenance à la patrie au nom de ce que nous on suppose être la vérité. Il faut avoir des textes, il faut avoir des écrits qui disent, ben voilà, ces gens-là ne sont plus congolais. Très bien. Alors, Maître Yannick, finalement, qu'est-ce qui fâche dans les propos du président lorsqu'il parle des Banyamulenge? Le problème, c'est que c'est d'abord le problème, les gens n'ont pas d'informations, c'est ce que je venais de dire. Et des deux, c'est peut-être l'infiltration de certaines personnes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le message du président de la République, il a dit c'est à eux de nous prouver, de nous montrer qu'ils sont congolais. C'est une interpellation en fait. Parce que quand le président vous rappelle de tels propos ou de telles choses, ça veut dire que vous n'agissez pas trop bien. Ça peut être, peut-être que ce n'est pas tout le monde, mais au moins, il y a une couche qui se cache derrière les Banyamulenge. C'est ça le problème. Il y a des personnes qui se cachent derrière les Banyamulenge et qui agissent mal. C'est comme ça que le président de la République, d'abord, il a commencé par reconnaître parce que c'est constitutionnel. Je rappelle ici, le président de la République n'a pas octroyé la nationalité congolaise au Banyamulenge, entre guillemets, comme les gens le pensent, à Londres, là-bas, lorsqu'il a tenu son discours. Non, il n'y a aucune ordonnance, il n'y a aucune loi. Il n'a fait que rappeler les dispositions constitutionnelles et les lois de la République. C'était un rappel. Parce que beaucoup semblaient ignorer. Ça, c'est des deux. Ce qui fait, c'est que, entre guillemets, les gens qui se réclament les Banyamulenge, certaines personnes agissent mal. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous réclamez congolais et en même temps vous combattez ou vous détruisez les pays où vous êtes, ou dont vous appartenez. C'est ça le problème. C'est comme ça que le président de la République a rappelé à l'ordre. Ce qui fâche, c'est que on a une très mauvaise information, c'est que les Congolais pillés par les Banyamulenge, les Congolais détruits par les Banyamulenge. C'est vrai, il y a une couche de gens, je le répète, mais ce n'est pas tous les Banyamulenge. C'est ça le problème, c'est ce qui fâche, c'est ça. Parce qu'on avait une mauvaise appréhension des Banyamulenge. Le président l'a bien dit, ils sont nos frères, mais c'est à eux de nous prouver. C'est une interpellation. Je crois que même les Banyamulenge, là où ils sont, ils ont compris le message. Et que dorénavant, ils vont commencer à agir en défendant le Congo, en défendant leur nationalité. On va évoluer. Alors, il y a
certains Congolais qui pensent que le président, lorsqu'il est ici, à l'intérieur du pays, il parle moins, c'est plus des éloges vis-à-vis des Kabila. Mais par contre, lorsqu'il est à l'extérieur du pays, là, en tout cas, il devient très fort, il fait des déclarations que certains qualifient de tapageuses, finalement. Est-ce que vous partagez l'avis de ces Congolais? Quelle déclaration? Il parle moins ici, ça veut dire quoi? En Namibie, il nous a promis la nomination d'un informateur, ça n'a jamais été fait. Aux États-Unis, déboulonnage, il rentre au pays, il était même contraint de se justifier, finalement. Non. La politique est dynamique. Faudra pas. C'est lui qui gère la nation. C'est lui qui gère la nation. Il fait face à beaucoup de choses chaque jour. Il faudra pas penser comme si les choses. Non, les choses évoluent du jour au jour. C'est vrai, il y a un problème de communication peut-être au niveau de la présidence, mais à un certain moment, tout ce que le président dit, il le réalise. Mais seulement, on ne communique pas bien. Ou même quand il y a modification, on ne communique presque pas. C'est ça le problème. C'est comme ça qu'on a tendance à... Non, le président, quand il parle, il ne réalise pas. Quand le président, il modifie, il n'informe pas, il fait des déclarations. Non. Le problème n'est pas le président, mais plutôt le problème, voilà, le problème à mon sens. Le problème n'est pas... Ce n'est pas le président de la République. Je crois que c'est le service là, la communication du chef n'est pas... Je ne sais pas comment qualifier, comme on est en face d'un expert ici. Il saura nous le dire. Il va en parler. Donc, il était à l'extérieur du pays. C'est tout à fait normal. Il n'était pas en face de, je ne sais pas moi, des Anglais. Non. Il était en face de Congolais parce qu'il ne pouvait pas appeler tout ce monde-là venir ici à Kinshasa ou au Congo. Lui, il a profité de cette occasion, s'entretenir avec... D'ailleurs, je crois bien c'est la première fois où le président a tenu un tel discours depuis qu'il est président en face avec sa population. Donc, il devait fixer certaines questions qui circulaient, qui créaient des zones d'ombre, notamment la question des Banyamulenge. Très bien. Alors, Jenny, je reviens à vous. Vous, comme expert en communication, vous avez longtemps travaillé comme journaliste et dans plusieurs organes de presse. Alors, dites-nous, comment vous jugez aujourd'hui les services de communication du président? D'abord, un fait, vous avez la RTNC, la presse présidentielle, les services de communication du président, tous, je ne sais pas s'ils étaient à Londres avec le président. La RTNC ne diffuse que quelques reportages par rapport au message du président, mais vous avez une radio privée, Top Congo, qui visiblement ne reçoit aucune aide de l'État, à l'instar de tous les médias congolais, quand même s'organise pour diffuser en direct les discours du président. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, moi je suis un peu mal à l'aise, je suis embarrassé par rapport à cette question parce que aujourd'hui, au niveau de la présidence, tout ce qui est médiatisation est organisé en deux axes. Il y a d'abord la presse qui est confiée à Abraham Lwakabonga, UDPS, et vous avez la communication qui est gérée par Lydie Omanga, UNC. Donc, cela sous-entend que c'est Lydie Omanga, ou alors, si vous voulez bien, c'est dans le cash, c'est l'UNC qui s'occupe de la communication du président. Comment est-ce que le message du président doit être véhiculé? Sur quels médias ça doit passer? En combien de temps ça doit être diffusé? Cette partie-là, c'est l'UNC qui gère. Ça doit être clair. Et la partie presse, ça signifie ce qui doit passer dans les informations, dans les journaux, sur les sites. Ça, c'est la partie qui est gérée par l'UDPS, Abraham Lwakabonga. Alors, je ne sais pas, le problème se situe de quel côté? Est-ce du côté de la communication ou du côté de la presse? Ça, je ne sais pas. Mais je crois savoir que ici, lorsque le président parle, en politique, ce n'est pas la presse qui fait le grand travail. Ce n'est pas la presse qui fait le grand travail. Le plus grand travail pour l'image du chef, c'est la communication. Parce que c'est au niveau de la communication qu'on gère à la fois l'orientation du discours, l'orientation de l'opinion publique au travers les canaux traditionnels et modernes. Alors, à ce niveau-là, je crois que nos amis de la communication au niveau de la présidence, ils savent ce qu'ils font. Ce sont des professionnels. Pas mieux sa communication que ses conseillers.
Bon, nous espérons que les choses vont changer parce que nous savons qu'ils n'ont pas les mêmes moyens qu'avait par exemple la communication du président Joseph Kabila. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Mais est-ce qu'il y a seulement que les moyens qui déterminent le travail? Je ne sais pas trop parce que est-ce que faire des directs, par exemple, sur la radio-télévision nationale congolaise, comme c'était votre préoccupation, est-ce que ça demande de gros moyens parce que c'est un média de l'État? Bon, je ne comprends pas vraiment parce que vous savez, quand vous n'êtes pas dans la cuisine, vous avez difficile à comprendre les méandres de prise de décision et même les contours de pesanteurs et tout. Mais tout ce que nous on constate, c'est que au niveau de la communication, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si Top Congo prend la place de la radio nationale, alors que c'est la RTNC qui devait faire le gros du travail qui est fait aujourd'hui par Top Congo, qui est une initiative privée d'un Congolais, d'un confrère journaliste, qui a salué d'ailleurs parce que n'eût été Top Congo, n'eût été Christian Lusakweno, on n'aurait pas l'information en temps réel comme on l'a. Donc nous croyons que nos amis qui sont au niveau de la communication feraient un effort à pouvoir communiquer. L'information, nous l'avons. L'information, nous l'avons. Mais la communication, nous sentons qu'il y a des choses qui ne bougent pas. Alors, une dernière question liée à la communication avant de prendre d'autres points du message du président. Vous, comme expert en communication, est-ce que vous avez constaté quelques ratés dans les messages du président? Pardon? Avez-vous constaté quelques ratés dans les messages du président? Bon, ça, nous ne pouvons pas, sur le plan de la communication, nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu des ratés. Parce que les ratés seraient, par exemple, que le président de la République ait passé à côté de la plaque. C'est-à-dire que sur le plan du contenu, je suis au niveau du contenu, parce que en communication, on a le contenant et le contenu. C'est ce que les juristes appellent la forme et le fond. Alors nous, en journaliste, nous disons le contenu et le contenant. Au niveau du contenu, je n'ai pas trouvé à redire parce que sur le plan de la contenu, on s'attendait sur justement des questions d'actualité. Ça, très souvent, lorsque Joseph Kabila prenait la parole, on disait non, le président est passé à côté de la plaque parce que on l'attend sur des questions d'actualité. Les questions d'actualité, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'un de l'alternance. Il y a des gens qui pensent qu'il faut la dissolution. Donc, la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est une question d'actualité. Lorsque vous regardez, par exemple, les blocages qu'il y a dans l'exécution des ordonnances du chef de l'État, notamment l'ordonnance nommant les mandataires au niveau de la GCAMIN, ça c'est une question d'actualité. Les gens en parlent, c'est une question d'actualité. Ils ne pouvaient ne pas aborder cette question-là au niveau du contenu. Le contenu, c'est également, lorsqu'il parle des questions de Banyamulenge, dont nous venons d'analyser ici, c'est une question d'actualité. Donc, au niveau du contenu, moi j'estime que le président, il n'y a pas eu de raté parce que le président a tapé juste sur des questions d'actualité, des questions qui touchent aux Congolais. C'est notamment la question de la gratuité de l'enseignement. Le président a touché là-dessus. La question de la guerre dans l'Est du Congo pour le rétablissement de l'autorité de l'État, il a touché. Donc, il n'y a pas eu de raté, à mon avis, sur le plan contenu. Alors, sur le plan forme, j'estime aussi qu'il n'y a pas eu de raté. Sauf peut-être, en tout cas, je ne vois pas de ratés dans l'oral du président de la République. D'avoir un langage très dur, il aurait traité les combattants des combattants, ça a un peu gêné Non, mais vous savez, les combattants, je suis bien d'accord avec eux, parce que moi, je comprends leur frustration. Beaucoup d'entre eux ne travaillent pas dans des bureaux. C'est des gens qui travaillent dans des services à la demande, des gens qui travaillent dans la sous-traitance. C'est nos compatriotes qui souffrent. Pourquoi? Pas seulement pour leur propre intérêt. J'en arrive, pas seulement pour leur propre intérêt, mais ils travaillent aussi pour nourrir des familles qui sont à Kinshasa, des familles qui sont au Katanga, qui sont à travers le pays. Ils travaillent, ils souffrent pour nourrir des familles ici, pour scolariser des familles ici. Mais aujourd'hui que le président est en train de travailler pour résoudre le problème lié au social, je crois que ça va un peu détendre le moral de nos compatriotes de la diaspora. Mais seulement, lorsque vous commencez à mener un combat, le combat qui était engagé dans la diaspora, c'était pour le départ de Joseph Kabila. C'était pour le changement du système. Mais on ne change pas un système du jour au lendemain. Un système change avec le temps.
Regardez dans toutes les nations du monde. Regardez l'Afrique du Sud. Regardez dans beaucoup de pays africains, même en Angola aujourd'hui, c'est pas du jour au lendemain qu'il a commencé, que Joao a commencé la guerre contre la corruption. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que le changement s'établit. Il faut prendre du temps, mais nous ne disons pas que l'éternité. Très bien. Très bien. Alors, Maître Yannick, je suis à vous. Le président a évoqué la question de la dissolution du Parlement. Vous avez suivi les réactions des différents caciques du FCC. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible pour le président de dissoudre le Parlement? Permettez-moi de dire un mot par rapport à la communication du chef. Allez-y. Parce que là, c'est un problème aussi qui dérange beaucoup. Mon frère l'a bien dit, Jenny Kaninda. Il a bien dit, je ne pense pas que c'est un problème de moyens. Parce que nous avons une chaîne nationale. Très bien équipée. Top Congo, quand Top Congo fait toutes ses je sais pas moi, ses recherches, et il nous amène les informations et tout ça. Top Congo les fait avec quels moyens? C'est ça le problème. Il ne bénéficie d'ailleurs d'aucune. Top Congo bénéficie de quoi exactement? Est-ce que on donne de l'argent à Top Congo et on ne donne pas, je sais pas moi, à la RTNC ou quoi que ce soit? Je ne pense pas. Est-ce qu'avant, l'actuelle manière de communiquer, au fait, la manière dont on communique maintenant, c'est de la même manière qu'on communiquait avant? Qui ne savait pas que la RTNC était prise en otage? Nous le savons. Est-ce qu'il y avait des émissions, et je ne sais pas moi, les opposants qui passaient régulièrement? L'accès était un tout petit peu difficile. Alors pourquoi aujourd'hui, les choses ne marchent pas normalement, entre guillemets, si je peux dire comme ça? Je crois que c'est un problème qu'il faudra bien régler, bien résoudre. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, c'est un problème de communication, c'est un problème d'information. Les gens ne sont pas très bien informés. Le président l'a bien dit. Pourquoi on n'organise même pas des séances, des émissions à la RTNC pour informer à la population congolaise? C'est ça le problème. Ça coûte quoi? Je crois qu'à un certain moment, si cette préoccupation-là sera racontée, ça sera une très bonne chose. Dissolution du Parlement. La dissolution, oui. Vous savez pourquoi il y a beaucoup d'agitation? Il y a tout ce que nous voyons là en termes d'agitation. Parce qu'ils savent eux-mêmes. Je l'ai toujours dit, à un certain moment, c'est comme si la coalition là, il n'y a pas assez de sincérité en fait. Le président l'a bien dit. Il a dit, il n'a pas mâché les mots. Les ministres qui il a dit, voilà, les ministres qui subissent des pressions, les ministres qui ont signé, je ne sais pas moi, déjà des actes, tout ça. Le président est au courant, il est informé. Pourquoi? Parce que, apparemment, on ne veut pas que l'actuel président puisse réussir son mandat. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. On ne veut pas qu'il puisse réussir son mandat. C'est comme ça qu'il faudra coincer, il faudra faire ceci, il faudra dire que cette œuvre date de longtemps. C'est ça le problème. Alors, le président a ce pouvoir-là. Parce que déjà, une année passée, l'année de l'élection, des élections, s'il faudra le dire ainsi. Alors, que dit la loi concernant l'article 148 de la Constitution, si on peut le lire ensemble. En cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut, on ne dit pas doit, mais peut, c'est le pouvoir, peut, après consultation du Premier ministre et des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Si le président estime qu'il y a une crise, parce que c'est lui qui apprécie. Là, il faudra aussi préciser le chose. Ce n'est pas que le président de l'Assemblée nationale ou le Premier ministre viendra voir le président. Non, non, non. Lui-même, c'est un pouvoir qui lui a été conféré, donné. Attendez, donc le président doit consulter les premiers ministres ainsi que les présidents des deux chambres du Parlement. Il peut. Donc, il n'est pas obligé de consulter. Il peut ou n'est pas les consulter. Oui, mais c'est comme ça que je dis. C'est comme ça que je dis, on a utilisé quel verbe? On n'a pas dit il doit. Ce n'est pas le verbe devoir. Il peut. Ça veut dire il peut ou n'est pas. Il n'est pas obligé de consulter. Si lui, il estime qu'il y a une crise persistante oui, il peut ou n'est pas. En France, Jacques Chirac a consulté le président de l'Assemblée nationale pendant 5 minutes, hein, avant qu'il puisse dissoudre l'Assemblée nationale. En France. Vous pouvez vérifier. C'était pendant 5 minutes. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'une consultation sérieuse peut prendre 5 minutes? Donc lui, il avait estimé que non, bon, ça va, pendant 5 minutes, je peux balayer, je peux faire ceci, c'est fini.
Donc il n'est pas obligé ou ce n'est pas suivant l'autorisation je sais pas moi, de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du gouvernement. Non, non. Il constate qu'il y a une crise. S'il veut, il consulte et il dissout. Maintenant, le plus grand problème, c'est que beaucoup savent que si aujourd'hui on arrive à dissoudre l'Assemblée nationale, ils ne reviendront plus parce que nous connaissons le joueur et leur jeu. Et qu'est-ce qui vous rassure qu'en cas de dissolution, l'UDPS aura la majorité au Parlement? Non, non, rien ne nous rassure, mais au moins aujourd'hui, le peuple congolais, aujourd'hui, si vous passez, vous allez comprendre que le peuple a compris. Et on fera encore appel à Corneille Nangaa pour réorganiser les élections. Cette CENI-là, je crois que d'ici une ou, je sais pas moi, quelques semaines ici, peut-être qu'il y aura, on va convoquer tout ça, on va faire ces histoires. C'est déjà une CENI démissionnaire, ça c'est sûr. C'est déjà parti. Le mandat est déjà fini. En principe, on devait remplacer. Ça c'est sûr. Mais moi, je suis en train de parler de ce qui est comme principe. Le président de la pays peut dissoudre le Parlement s'il estime qu'il y a une crise. Les gens sont agités parce que maintenant, là, on sait que le président a ce pouvoir-là. Et ce n'est pas de sa volonté, de sa propre volonté. Ça date de longtemps. Cette constitution, on l'a votée quand? C'est ça le problème. Donc, quand il y a des questions qui donnent un tout petit peu l'avantage à celui qui gère le pays actuellement, on commence à créer des... Non, ça a été voté depuis très longtemps. Pourquoi on n'avait pas analysé cet article? C'est aujourd'hui qu'on veut donner une forme et une autre constitution. Comme ça, j'ai dit, tout le monde est devenu constitutionnaliste. Tout le monde peut interpréter les lois et donner même un avis obligatoire. Non. Très bien. Alors, Jenny, je suis à vous. Dissolution du Parlement, vous avez suivi la réaction des caciques du FCC. Finalement, c'est une question qui fâche certains. Non, vous savez... il n'y a que les incrédules qui pensent que le président de la République a des mains liées par rapport à la dissolution. Mais encore une fois, le discours du président est mal interprété à dessein. C'est fait à dessein par des personnes qui ont des intentions de saper son action. Le président parle en deux temps. Il dit d'abord que dans son esprit, dans sa pensée, dans son entendement, il n'est pas question de dissoudre l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il le dit. Il y a des gens qui il l'affirme. À les faire. Il l'affirme, il dit, dans son esprit, il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce que ça va le faire perdre du temps. Il ne pense pas ça. Il ne pense pas à la dissolution. Ce n'est pas l'ordre du jour dans son agenda aujourd'hui. Son souci aujourd'hui, c'est répondre aux besoins des Congolais. Le social des Congolais. Comment donner du travail aux Congolais? Comment faire en sorte que nos compatriotes qui sont dans la diaspora trouvent leur compte au Congo? Est-ce que vous savez que nous, ici à Kinshasa, au Congo, nous avons déjà voté 3 fois. Mais nos compatriotes de la diaspora n'ont jamais voté. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors, aujourd'hui, il y a des questions essentielles, des questions pertinentes qui préoccupent le président de la République. C'est comme ça qu'il dit que dans son esprit, il n'y a pas cette histoire de la dissolution de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que pour quelques Congolais, il faut dissoudre cette Assemblée. Parce qu'elle ne répond pas aux attentes de la population. Mais le président regarde plutôt à la procédure qui risque de faire perdre encore 6 mois, 8 mois à son travail qu'il doit faire. Il court derrière le temps. 5 ans, c'est pas beaucoup. Il court derrière le temps. Mais il dit, si certains députés s'érigent en barrière pour bloquer l'action de mon gouvernement, en ce moment-là, je serai poussé à dissoudre l'Assemblée nationale. J'ai suivi les amis de la Mouka, j'ai suivi les amis du FCC qui pensent que le président a les mains liées. Non, il se trompe. Écoutez, cette constitution, l'UDPS a battu campagne contre elle. L'UDPS n'a pas voulu de cette constitution. Pourquoi? Parce que c'est une constitution qui donnait plein pouvoir à Joseph Kabila de pouvoir travailler, de pouvoir manœuvrer, de pouvoir faire tout ce qui bon lui semblait. Est-ce que les amis l'oublient? Et pourtant, la rédaction de cette même constitution a connu la participation de certains opposants.
Tout à fait. Mais est-ce que les amis oublient que la constitution était faite de manière à ce que si Joseph Kabila veut dissoudre, qu'il le fasse sans entrave. Ils oublient ça. Ils ne voient que l'article 48. Ils ne voient que l'article 48 qui précède l'article 148 qui vient plutôt après l'article 147 qui parle des relations entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Mais ils oublient que le président de la République, en dehors du fait qu'il est une institution, mais il est aussi le chef de l'exécutif, selon notre régime constitutionnel ou présidentiel. Donc, par ce fait-là, Félix Tshisekedi a aujourd'hui, parce que les amis de la Mouka disent non, son ordonnance a l'obligation d'avoir le contre-seing du Premier ministre qui appartient à une famille politique autre que la sienne, dont il sera bloqué, même s'il veut dissoudre. Parce que la consultation dont on parle à l'article 148, ce n'est pas une consultation décisionnelle, c'est une consultation d'avis. On requiert simplement votre avis. Mais après, le président ne soumet pas sa décision à votre appréciation. Non. Il vous consulte juste pour entendre comment vous voyez la question. Mais il n'est pas obligé de prendre votre position. Il va décider. Mais ici, les amis du FCC font croire à l'opinion que l'ordonnance du président de la République ne peut pas venir dissoudre parce que le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat bloqueraient cette intention du président. Alors que ce n'est pas le cas. Parce que le président, au cas où le Premier ministre ne voudrait pas signer, mais un empêchement peut arriver et que ce serait le ministre précédent au niveau du gouvernement qui va faire le contre-seing. Donc il n'y a pas de blocage à ce niveau-là. Mais Félix Tshisekedi dit ce n'est pas à l'ordre du jour dans mes pensées de dissoudre l'Assemblée nationale. Très bien, alors on va évoluer. 2020, année d'élection, le président a promis un stylo rouge à tous ces ministres qui vont s'ériger en obstacle pour faire échec à ces actions. Finalement, est-ce qu'il est temps pour les présidents de passer directement à l'action ou de continuer encore de brandir des menaces? Si jamais les membres du gouvernement qui nous entendent, comme ils ont l'argent, beaucoup plus ceux du FCC parce qu'ils ont l'argent, s'arrangerait à prendre tous les stylos rouges qui sont dans les magasins et les faire brûler pour que le président n'ait pas de stylos. Nous, population congolaise, nous allons prendre nos stylos que nous avons dans la maison pour lui donner, pour qu'il fasse la correction au stylo rouge. Alors, Maître Yannick, le président promet un stylo rouge à tous les ministres qui vont s'ériger en obstacle. Finalement, est-ce que le président n'est-il toujours pas... Le président ne doit-il pas directement passer à l'action au lieu de rester dans les menaces et les avertissements? Moi, je ne pense pas que le président de la République est en train de menacer, mais plutôt est en train de rappeler à l'ordre certaines personnes. Parce que vous vous rappelez, lors de notre congrès, le président de la République a même rappelé encore dans son discours au ministre, je crois, de Finances pour dire que je te rappelle encore, je t'enjoins encore, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire qu'il y avait des choses que le président de la République peut orienter à gauche et certaines personnes ne veulent pas. Est-ce que le président ne donne-t-il pas l'impression de se plaindre alors que lui qui... Non, il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas. Il rappelle seulement parce que pour qu'on ne dise pas plus tard, non, il a frappé sans rappeler, il a frappé sans prévenir, il a frappé sans pour autant nous informer. C'est ça le problème. Est-ce qu'il est obligé d'informer avant de frapper? Lorsque vous avez un ministre des Finances qui se permet de bloquer la sortie... Chacun a sa manière de communiquer, chacun a sa manière de faire les choses, chacun a son style. S'il estime qu'il doit rappeler à l'ordre pendant 3, 4, 5 fois, une fois, ça dépend de lui. Chacun a sa manière de voir les choses. Mais seulement c'est qu'il est en train de rappeler à l'ordre. Ce n'est pas ça sa vision, au fait, comme on venait de dire ici. Ce n'est pas sa vision, parce qu'aujourd'hui, il frappe aujourd'hui, il sera obligé, consultation, chercher encore qui remplacer. Ça va prendre du temps. Ce n'est pas ça sa vision. Le président de la République a besoin de travailler avec tout le monde, mais seulement avec des gens qui ont sa vision, qui vont accepter de travailler selon sa vision. C'est ça le vrai problème. Suivez bien son discours. Il a dit, s'il me pousse jusqu'à arriver au bout, c'est ça le problème. Il n'a pas dit qu'il va le faire. Même la dissolution de l'Assemblée nationale, il n'a pas dit qu'il va le faire.
Mais il y a des gens Mais le problème, c'est que, faire. voilà, on le pousse. Bien qu'il le rappelle. C'est comme ça qu'il continue à rappeler. C'est quelqu'un qui a aussi un bon cœur, au fait. C'est quelqu'un qui a un cœur sincère. Parce que sinon, il allait commencer à faire des choses. Il est dans son bureau en train de prendre les ordonnances et puis c'est fini. Mais s'il le fait, c'est parce qu'il veut d'abord que les gens comprennent que nous sommes en train de lutter pour le Congo. Le Congo n'a pas de connotation politique. Le Congo n'a pas une couleur politique. Non. Tous on est Congolais. PPRD, INC, IDPS, on est Congolais. Et tout ce que nous posons comme acte aujourd'hui, ce n'est pas par rapport à nos partis politiques. C'est ça en fait la vision. C'est ça la mentalité que le président est en train de partager avec ses collaborateurs et même la population. Parce que quand on bloque, on ne bloque pas le président de la République. On bloque la population congolaise. Et dans la population congolaise, vous pensez que ceux-là qui bloquent n'ont pas de famille, n'ont pas de frères, n'ont pas de soeurs? C'est ça le vrai problème. Parce que tout ce que nous posons comme acte aujourd'hui, ça a des conséquences, que ce soit des conséquences proches, je ne sais pas moi, lointaines, et des choses comme ça. Tout ce qu'on pose comme acte. Très bien. Alors, Jenny, des ministres qui subissent des pressions, visiblement des ministres du FCC, est-ce qu'il n'est pas temps pour les présidents de la République de consulter son frère Joseph Kabila, se mettre autour d'une table ainsi que tous les caciques de ces deux familles politiques et puis se parler sincèrement? Et puis une autre question, en quoi l'échec de Félix sera bénéfique pour le FCC et en quoi la réussite de Félix va, je dirais, éclipser les FCC? Non, mais moi je ne pense pas que la consultation de Joseph Kabila serait une priorité aujourd'hui pour le président de la République, dans la mesure où il est dans une logique de pédagogie. Jusque-là, il est dans une logique de la pédagogie. Et moi je souhaite, je l'ai dit l'autre fois ici sur ce plateau, je souhaite en tout cas que le président reste encore là, sur ce tempérament-là de pédagogie. Parce que si on le pousse, il dit et il répète à chaque fois, je ne suis pas un dictateur. Ne faites pas de moi un dictateur. C'est comme un parent à la maison, quand les enfants dérangent, il dit les enfants arrêtez, les enfants assez, les enfants je vais punir, les enfants je vais chicoter, les enfants je vais frapper. Quand les enfants n'écoutent pas finalement, le papa qu'est-ce qu'il fait? Il prend la chicote. Il prend la chicote. Donc moi je crains vraiment beaucoup qu'on en arrive là. Vous avez des ministres, il a rappelé des ministres qui disent qu'ils subissent des pressions de la part de leur famille politique parce que ils ont signé des démissions qu'ils ont déposées au niveau de leur famille politique. Eh bien, mais ça c'est triste. C'est triste et j'appelle ça des petits ministres. C'est des petits ministres que nous avons dans ce pays. Des gens qui acceptent de courbettes à ce point-là, qui acceptent de signer une démission sans date. Donc on attend juste que quand tu vas commettre une gaffe, c'est comme ça que fonctionne nos partis on complète la date au stylo, on dit bon, le ministre a démissionné. Même si toi tu n'as pas démissionné. Non mais ça c'est malsain ça. Et voilà pourquoi nous disons que ceux qui sont en train de constituer des blocages autour de Félix Tshisekedi, en fait ce n'est pas le pays qu'il bloque. Ou quelque peu, il bloque le pays parce qu'il y a des Congolais qui attendent des solutions qui ne viennent pas. Vous savez par exemple que les sauts de moutons ont traîné parce que simplement le ministre des Finances ne voulait pas libérer les fonds. Et il dit, c'est quoi le prétexte qu'il utilise? Il dit non, les institutions de Bretton Woods, tout ça, les institutions financières internationales nous ont demandé d'être un peu en regardant sur nos dépenses et tout. Il n'y a pas moyen de faire des dépenses. Mais attendez. On vous dit qu'à la prison centrale, il y a une question sérieuse là-bas. C'est le ministre de la Justice aujourd'hui qui sort pour faire l'avocat du ministre des Finances. Parce qu'il y a des questions, il n'y a plus à manger à la prison centrale de Makala. Et même dans beaucoup de prisons. Libérez les fonds. Vous ne libérez pas les fonds. Il se prend pour un tout puissant. Il y a des morts. Bon, moi je ne vais pas polémiquer autour du nombre de morts parce que le ministre, le ministre de la Justice, tout en évoquant cette question, tout en faisant l'avocat, il dit c'est pas 30 morts, mais il ne nous dit pas c'était combien. Il ne nous dit pas. Il y a eu blocage de fonds à ce niveau-là. Les sauts de moutons, ça n'a pas avancé parce qu'il y a eu blocage. Le président a rappelé. Vous voyez, quelqu'un comme ça, on comprend qu'il répond à
des ordres venant de quelque part. Mais ça vient de qui? Si ça ne peut que provenir de personnes qui voulaient être dans ce gouvernement, des gens qui étaient habitués à être dans le dernier cercle de prise de décision, là où on dit ce petit-là aujourd'hui on va l'éliminer, ce petit-là aujourd'hui on le fait partir. Les gens qui étaient habitués à être dans ce cercle-là pendant 18 ans et qui ne s'y retrouvent plus, lorsqu'on prend des décisions, ils ne sont plus consultés. Ils cherchent à revenir. Eh bien, ils vont vous dire non, ma petit, allez, nous bloquer, on va bloquer. Pourquoi? Parce que ils sont dans la vision d'un blocage qui va amener à un dialogue, qui va amener à des consultations de Joseph Kabila pour changer des gens et tout ça, qu'on les reprenne, parce qu'ils pensent que ce sera toujours... Non, même si ce gouvernement partait, leur temps est fini, on ne les prendra plus. On va prendre des jeunes, on va prendre des gens qui ont un sang nouveau, qui vont apporter du nouveau au pays. Très bien. Alors, quelques minutes nous séparent de la fin de l'émission. On va prendre les tout dernier thème de cette émission-là, un de l'alternance. Il est prévu une manifestation, c'est vendredi au Stade des Martyrs. Quelle est l'opportunité selon vous d'organiser une telle manifestation? Bon, Johnny Kaninda, je suis ami du changement. Nous avons vécu des moments dans ce pays où il y avait des mobilisations autour des personnes. Ok? Autour des personnes et non autour des idées. Ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons, s'il y a mobilisation, nous devons faire des mobilisations autour des idées. Nous avons un président qui prône le progrès social, parce qu'il vient de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. C'est ça, son idéologie politique, le progressisme. Ok. Alors, maintenant, lorsque nous appelons les gens au stade, encore une fois, je retourne dans ma peau de journaliste. C'est quoi le contenu? Quel est le message? Nous savons qu'il y a une date qui sera désormais marquée dans les esprits des Congolais. C'est le 24 janvier, la première alternance pacifique dans ce pays. Mais lorsque vous réunissez 80 000 personnes au stade des Martyrs, quel est le message? Qui va prendre parole? Est-ce seul le président de la République ou on veut donner la tribune à ceux qui cherchent un positionnement? Selon certaines indiscrétions, seul le président va s'adresser aux Congolais. Bon, on n'a pas encore le déroulé de cette manifestation. Moi, je crois que si c'est seul le président de la République qui va parler, j'encourage. Mais si ce n'est pas le président, je me désolidarise. Très bien. Alors, Maître Yannick, s'il faut faire une sorte de bilan pour cette première année du quinquennat du président de la République, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce qui a été... Quels sont les points forts de cette première année du président de la République à la tête du pouvoir et qu'est-ce qui a été les points faibles? Vous savez, quand un enfant cherche comment pouvoir marcher, il y a toujours des petits ratés qu'on ne considère pas trop parce qu'on estime qu'il est au début. Le président de la République, aujourd'hui, nous allons célébrer ces 1 an. Je crois que au-delà de ce qui a été comme... D'ailleurs, je ne pense même pas qu'il y a de raté en fait. Je ne pense pas. Il a très bien fait les choses. Donc tout est positif. Non, je n'ai pas dit tout est positif. Il peut y avoir de ratés, mais au moins, ce qu'il a eu à faire en termes de réalisation, il a frappé fort. Parce que, n'oubliez pas, il a pris le pouvoir dans moins d'une année, il a organisé l'enseignement gratuit. C'est quelque chose de très fort, que les gens ignorent. Moins d'une année. S'il fallait seulement commencer à comptabiliser ce qu'il a eu à rendre en termes de positif. Enseignement gratuit. Nous avons voté la Constitution depuis le 18 février 2006. Et en 2019, moins d'une année au pouvoir, enseignement gratuit, ok. Les PPR estiment qu'il a... Dans moins d'une année... C'est Kabila qui est l'auteur de cette œuvre. C'est comme ça que je dis à un certain moment, c'est comme s'il n'y a pas de sincérité dans cette coalition FCC-Cash. Quand le président le dit, il y a des ministres qui reçoivent des pressions. Pourquoi vous allez recevoir des pressions au moment où vous faites partie d'une coalition? C'est qu'il n'y a pas de sincérité. C'est ça le problème. Alors, si déjà il y a de pression, si déjà il y a des choses comme ça, alors pourquoi on doit encore discuter sur des choses qui sont visibles, palpables? On a voté la Constitution depuis quand? C'est ce que je vous ai dit.
L'ancien président, le sénateur a fait combien de temps au pouvoir? Est-ce qu'on a eu à faire étudier des enfants gratuitement? Pourquoi on va dire aujourd'hui aux Congolais, non, non, là, ça, non. Nous sommes en train d'analyser le fait. Il faut éviter de nous amener les histoires, les notos et tout ça. Ce n'est pas intéressant. Enseignement gratuit. Les FRDC, aujourd'hui, les victoires que nous sommes en train d'orchestrer là-bas, les victoires que nous sommes en train d'enregistrer, moins d'une année. Vous savez quand est-ce qu'a commencé ces histoires de l'Est? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, une petite amélioration des salaires, une petite majoration des salaires des militaires et tout ça qu'on sort. Ce sont des points positifs. Aujourd'hui, nous avons des autorités qui sont interpellées et même arrêtées. Moins d'une année. Ce sont des choses. Non, non, attention. Il y a une procédure. Mais le fait seulement qu'une autorité soit interpellée, c'est déjà un pas. C'est déjà un pas, n'oubliez pas. Il y avait des choses qui se faisaient avant. Est-ce qu'on interpellait les gens? Est-ce qu'ils faisaient ne serait-ce que 1 heure ou 3 heures du temps au parquet ou bien dans des prisons? Non. Il y a tellement de choses positives que, à un certain moment, s'il faudra évaluer, c'est quelqu'un qu'il faudra encourager et féliciter. Parce qu'il a pris le courage, il a pris le risque, il a dit non là où il fallait dire non, il a dit oui là où il fallait dire oui. C'est quelqu'un à féliciter, à soutenir. La manifestation là, j'estime que, comme mon co-débatteur venait de le dire, Jenny Kaninda, le problème c'est l'objectif. Est-ce qu'on va réunir les gens pour chanter et danser, tout ce qu'on décriait avant? Non, il ne faudra pas le faire. Parce qu'on n'a plus ces temps-là, en fait. Si c'est pour faire un bilan, si c'est pour communiquer avec la population congolaise de Kinshasa, si c'est pour nous expliquer ce qui va venir après, ça c'est bon. Mais si c'est seulement pour réunir les gens et puis après on va faire des états de besoin et tout ça, là moi je suis contre. Je suis très contre. Alors on va conclure avec vous, dépréciation de la monnaie, les paniers de la ménagère, rien n'a bougé. Est-ce qu'on doit mettre tout ça à l'actif du président de la République? Non, mais je pense que c'est une question pertinente, mais nous devons comprendre que le fonctionnement de la gestion de l'État c'est complexe au fait. Mais ce qui est sûr, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, pourquoi? Parce que ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas forcément la situation que nous aurons demain. Il faut noter que l'impact du budget qui a été voté à l'Assemblée nationale, promulgué par le président de la République, cet impact-là, nous pouvons le ressentir qu'à partir du fin de ce mois, lorsqu'on va payer les gens. Est-ce que vous savez que, par exemple, les 97 000 enseignants qui sont restés impayés pendant tout ce temps du règne de Joseph Kabila seront payés ce mois, à la fin de ce mois. 97 000 enseignants, qu'on appelle les NP, les non payés. Ils seront pris en charge ce mois-ci. Donc, déjà, lorsque on paye une grande masse comme ça de la population, eh bien, l'argent va circuler. Ça va changer des choses quand même à Kinshasa, parce que vous sentez même les mamans qui sont à Zando, qui sont à Gambela, vous dire non, en tout cas, ça ne marche pas, l'argent ne circule pas, c'est tout à fait normal. Mais lorsque on va payer, on va quelque part ressentir les retombées. Mais s'agissant du taux d'échange aujourd'hui, par exemple, il faut noter que le budget 2019, qui a été laissé par le gouvernement Tshibala, ce budget-là prévoyait qu'en fin de l'année 2019, il y aurait inflation. Il y aurait inflation. Donc ce budget-là avait la manière dont on gère les recettes et les dépenses publiques détermine aussi la gestion du taux d'échange. Alors ce qui était prévu dans ce budget-là, c'était qu'à la fin de l'année 2019, il y aurait inflation. Et c'est ce qui est arrivé. Maintenant, la grande question, c'est celle de savoir comment est-ce qu'on gère pour qu'on ne tombe pas dans l'hyperinflation. Et je crois que c'est en train d'être fait de la bonne manière parce que nous avons appris qu'au niveau de la Banque centrale du Congo, il y a eu des excédents et tout ça. Nous espérons que la situation est vraiment maîtrisée et que d'ici le mois de mars, il y aura des changements et que, mon frère, d'ici le mois de juin, si les choses ne changent pas, même moi je change. Ah, vous allez vous radicaliser. Ah oui. Parce que tous nous attendons les changements. Voilà, l'émission. Mais le ministre, s'il s'arrange
à prendre tous les stylos rouges du marché pour empêcher au président de la République de corriger. Moi, j'ai un stylo rouge, la population, chacun a les stylos. Nous allons sortir nos stylos rouges pour donner au président. Gardez-les jalousement en tout cas. Alors, maître, puisque vous êtes à votre première participation, il y a une rubrique à la fin de cette émission qui consiste pour l'invité que vous êtes, regardez la caméra qui est devant vous, un petit message aux Congolais qui vous regardent à travers le monde et si possible, vous coordonnez avec, peut-être il y aura ceux qui vont souhaiter continuer les débats avec vous. Merci beaucoup, j'ai aimé, j'ai apprécié l'émission, c'est vraiment carré et ce sont des initiatives encouragées, ça c'est très bon. Merci à Jenny Kaninda, mon co-débatteur, je suis très content que nous ayons des jeunes qui réfléchissent comme ça et qui ont l'amour du pays, de ces pays, le Congo. Que les jeunes qui font du Djalelo. Qui font le Djalelo, ils passent avec ce moyen, il fait tout. Et en tout cas, c'est quelqu'un à féliciter. Merci aussi à Christian Bossembe qui a organisé cette histoire. Merci à Hervé. Merci pour l'invitation. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. On est disposé et disponible pour approfondir les débats. Mon numéro, c'est le 091 133 61 05. 091 133 61 05. Donc avec ça, je suis sur WhatsApp et tout ça, on peut discuter. Donc merci. Voilà, maître, merci de votre disponibilité. Vous êtes d'ailleurs un habitué. Merci beaucoup, merci. Je suis très content d'avoir débattu avec maître Yannick Ngandou. Je suis flatté autant que lui. Et nous pensons que le changement s'impose dans ce pays. Parce que nous avons beaucoup souffert, c'est le moment de changer pour que finalement nous puissions sourire. Le changement s'impose et lorsqu'on veut changer des choses, on n'attend pas de réunir toutes les conditions. Il faut changer avec les peu de conditions que nous avons. Je suis joignable au plus 243 97 1516. Plus 243 97 1516. Voilà. Fin de cette émission, mesdames et messieurs, vous avez été très nombreux à nous suivre et nous vous disons merci. Merci aux invités, merci à l'équipe technique. Prochain numéro demain mercredi avec d'autres invités avec les mêmes plaisirs. Au revoir.